Cher ami, merci beaucoup. Je voudrais d'abord féliciter les courageux parmi vous qui sont restés en salle, et vous êtes nombreux, donc vous avez de l'intérêt pour de l'hépatologie, et si vous voulez écouter ce qu'on peut faire pour l'hépatite B et qu'est-ce qui a changé en 2024 par rapport à nos pratiques. C'est très important parce que je vais consacrer cette intervention à deux choses que je n'ai pas assez détaillées dans les présentations que j'ai à faire cette année sur la thématique. Et je voudrais axer mon intervention à travers un cas clinique pour que ça soit pratique. Donc vous allez voir que ça va être de la pratique, un cas clinique, sur cette zone grise. Et qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que c'est que cette zone grise? C'est quand même quelque chose de nouveau, un langage jadid. On ne parlait pas de cette zone grise, on parle porteur inactif, on parle immunotolérant, on parle donc hépatite BE négatif, hépatite E positif. C'est quoi cette zone grise? Et avec un certain nombre de questions que je vais traiter en ordre. Et je vais partager avec vous les modalités thérapeutiques actualisées. Et je vais traiter un sujet qui est quand même pas assez rare. Et vous allez voir que ce cas clinique, c'est la réalité et le risque de réactivation, d'autant plus qu'il y a un consensus en 2024, tout récent cette année, sur la réactivation, sa définition et les principales conduites à tenir. Donc je vais axer sur mon intervention sur la zone grise et sur la réactivation. Je vous présente ce cas clinique. Cas clinique, 62 ans, hypertension artérielle bien équilibrée sous traitement, il a un psoriasis qui est sain, reçoit des traitements locaux, examen physique normal et un IMC normal. Il a des transaminases normales, TP, plaquettes, albumine, ferritine, bilirubine, gamma-GT, bilan métabolique, tout est normal. Antigène HbS positif, c'est un pré-C, donc E négatif, anti-E positif. ADN à 13 453, avec un antigène HbS quantitatif à 1573. On fait les sérologies virales, c'est ce qu'il faut toujours tout le temps faire, le VIH, l'hépatite C et le delta. Il faut le faire, le delta c'est important. Et on fait donc une élastométrie, et il est à 4,7. On fait une échographie abdominale, comme on a l'habitude de le faire chez nos malades d'hépatite, pour voir ce qui n'est pas. Il y a des malades qu'on découvre l'hépatite et l'hépatocarcinome en même temps, le même jour. Et on fait une échographie, il n'y a rien. Et bien, la question, lorsque ce malade est venu me voir, est-ce qu'il a besoin d'être traité ou pas? Est-ce qu'il a besoin d'être traité ou pas? D'autant plus que quand même, il a une charge virale qui dépasse 10 000. Il a 13 453. Et pourquoi je pose ce cas? C'est parce qu'il y a pas mal de confrères avec qui on discute par rapport à cette situation. Et c'est un malade en zone grise. C'est le malade typique en zone grise. C'est quoi la zone grise? Voilà l'histoire naturelle de la zone grise. Et voilà l'histoire naturelle de l'hépatite B. Le stade immunotolérant, quoique la nomination a changé, c'est E, infection, antigène HbE positif. Pour dire qu'il est vraiment immunotolérant, il faut qu'il ait des charges virales au plafond. C'est 7 log. C'est des millions et des millions. Vous êtes affolés par la charge virale que vous voyez devant vous. Mais vous avez des transaminases normales et tout le temps. Et le malade, il est antigène HbE positif. Le statut d'immunotolérance se perd avec la perte de l'antigène HbE. Il n'y a pas d'immunotolérant E positif. E négatif, pardon. Et vous voyez, il y a des malades qui sont E positifs, mais qui n'ont pas de charge virale très importante, 10 à la puissance 7. Non, ils ont des charges virales qui commencent à baisser. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle immunitaire. Et s'il y a un contrôle immunitaire, est-ce qu'on est immunotolérant? Non, parce qu'il y a quand même l'immunité qui commence à se mettre en place. Les transaminases, oui, ils sont normales, mais ils peuvent être 1,2 dans cette zone grise. Cette zone grise ne nous intéresse pas beaucoup au Maroc, parce qu'on ne la voit pas. Peu de malades vont venir vous voir dans cette zone grise. Cette zone grise existe en Asie. Il y a beaucoup de malades en zone grise en Asie parce qu'ils ont beaucoup de E positifs. Par contre, le grand problème qui est posé à nous, au Maroc, et ça notre quotidien,
nous sommes à 97% des E négatifs et cette zone grise ici qui dérange la plupart des confrères. Vous recevez un malade comme le cas que je viens de présenter. On considère qu'un malade est porteur inactif lorsqu'il a moins de 2000 de trans anormales. Mais celui-là, il est à 13 000. Il dépasse 10 000. Mais il a des transaminases tout le temps normales. Il a des transaminases tout le temps normales, contrôlées sur plusieurs fois. Donc, je suis là. Mon malade, il est ici. Je suis E négatif. Je suis entre 2000 et 20 000. Je n'ai pas plus de 20 000. Lorsque je suis plus de 20 000, c'est une hépatite chronique E négatif très probable. Ces malades posent problème. Est-ce qu'ils sont fréquents? La réponse est oui. Je voudrais que vous regardiez ce que j'ai entouré. Sur 1322 malades, E positifs et négatifs, il y a eu le tiers en zone grise. Le tiers, 28% étaient en zone grise. Donc c'est une situation que vous allez sûrement rencontrer dans votre pratique tout le temps. Un malade sur 3 qui va venir vous voir sera en zone grise. Comment évoluent ces malades? Vraiment, j'étais allé regarder, j'ai trouvé 3 études que je vais partager avec vous parce que c'est important, c'est de la vraie vie. C'est des malades E négatifs, dans la zone grise après 6 ans. 153, au bout d'un an, déjà, remarquez, 13% sont devenus actifs. Après 1 an, 13% des malades en zone grise dans cette étude sont devenus actifs, c'est-à-dire qu'ils ont fait une hépatite chronique, active, E négative, ils sont là. Mais le reste, on les a suivis sur encore 5 ans. Encore 5 ans, c'est une étude vraiment avec un follow-up assez costaud. Donc on peut croire ce que cette étude dit parce que c'est un suivi sur 6 ans. Eh bien, regardez sur les 163 qui sont restés en zone grise, c'est-à-dire entre 2000 et 20 000, avec des trans anormales, 87, c'est-à-dire les 2 tiers, sont restés en zone grise, plus 84, plus encore, 84 sont devenus vraiment inactifs avec la définition que vous connaissez, moins de 2000, trans anormales. Et il y a eu 21% qui ont éliminé l'antigène HBS. Finalement, cette étude, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, peut-être on pourra le surveiller, ne pas le traiter. Voilà le message. Ça, c'est une étude connue. Il est publié en 2017. Ceux qui sont restés en zone grise, ils étaient 46, c'est-à-dire entre 2000 et 20 000. On les a surveillés sur 5 ans. Eh bien, retenez que 43% sont passés inactifs, c'est-à-dire leur charge virale a baissé d'elle-même. Il était à 18 000, il était à 15 000 trans anormales. Au bout de 5 ans, là, on a vu que ça fluctue. Il y a une bonne partie, 43%, qui ont carrément vu leur charge virale baisser à moins de 2000. Il y a eu un contrôle immunitaire spontané qui s'est installé. La moitié, 21, sont restés cette charge virale entre 2000, c'est-à-dire ambiguë, zone grise, et un seul malade a réactivé. La conclusion de cette étude, à vrai dire, c'est finalement, si on instaure une surveillance, et c'est la conclusion du papier, si on instaure une surveillance bien faite, bien cadrée, très rapprochée durant la première année, très rapprochée pendant la 2e année, on peut les passer après la 3e année, on peut les voir tous les 6 mois, alors que la première année, 2e année, on va les voir tous les 3 mois pour ne pas rater quelque chose, un événement qui arrive. Une 2e étude, c'est là le suivi a été plus important. Je vous apporte les études principales. Ce sont les meilleures études qui ont suivi ces malades. C'est une étude connue, c'est Bonassi, c'est 2018. Surveillance, en moyenne 80 mois, jusqu'à 150 mois. Vraiment un suivi au long cours. Et ce sont les malades qui nous intéressent, les caucasiens antigènes HBE négatifs. Caucasiens, retenez, antigènes, c'est-à-dire nos malades. Et bien voilà le verdict. À la fin de l'étude, c'est-à-dire après un suivi moyen de 80 mois, les transaminases sont restées normales chez 80% des malades. Ils ont augmenté de manière ou d'une autre, chez 9, ça fait 18. Donc, 20% des patients, après 80 mois de surveillance, ils ont vu leur transaminase augmenter. C'est-à-dire,
Est-ce qu'ils ont réactivé? Est-ce qu'ils ont fait un phénomène intercurrent? Et le professeur va là parler de quelque chose de très important tout à l'heure, des comorbidités associées peuvent aussi être à l'origine d'une cytolyse qui s'installe. Je fais une nage, je prends du poids, je prends des médicaments. Mais regardez la charge virale. Il est resté inférieur, il est indétectable chez 29. Entre 2000 et 20 000, zone grise, c'est 44. Je fais le total, c'est 75%. Donc, in fine, plus de 75% des malades dans cette étude, avec un suivi au long cours, sont restés dans la zone grise. Ils n'ont pas fait d'événements, ils n'ont pas fait d'hépatite chronique active avec cette charge virale et avec la cytolyse. C'est une étude, regardez, antiviral thérapie can be delayed or avoided in synphylaxis, c'est-à-dire que le traitement viral peut être évité ou reporté chez des malades qui sont en zone grise. Donc, il ne conseille pas, après ce long parcours, ce long chemin d'études, cette étude nous dit qu'on pourra les surveiller sans les traiter. La première étude et la deuxième étude disent la même chose. Troisième étude, celle-là, c'est 1300 malades. Et la toute dernière publiée, c'est en 2022. Il nous dit que chez 1300 malades en zone grise, là, il y avait du E positif et du E négatif, désolé, mais, vous voyez, 52% sont restés en zone grise, 21% sont devenus actifs, et quand même, 24% sont devenus, donc, porteurs inactifs. Mais regardez, un malade sur 5 est passé à une indication thérapeutique, c'est-à-dire qu'il a rempli les indications de le traiter. Donc, si on ne doit pas les traiter, on doit les surveiller. Ça, c'était par rapport au risque de réactivation sur le plan transaminase et sur le plan ADN. Maintenant, j'étais allé regarder si on s'amusait à aller chercher ce qui se passe dans le foie de ces malades, parce que c'est important. Et j'étais allé à un papier où on faisait de la biopsie systématique, et ça, c'est pas n'importe qui, c'est donc Georges, donc en Grèce, une grande école de virologie et de pathologie. Eh bien, les malades entre 2000 et 20 000, 10% avaient une fibrose modérée. Rappelez-vous, pour traiter, on disait qu'il faut un 2 sur l'un des deux. Il faut un 2 sur l'un des deux, un 2 sur l'activité ou un 2 sur la fibrose, c'est-à-dire des malades qui doivent être traités. Il se peut qu'on est en train de le surveiller. C'est possible. C'est possible. Donc, retenez ce chiffre, il y a quand même 1 sur 10 qui peut avoir une fibrose modérée ou une activité modérée. Ça, c'est un joli papier qui vient d'être publié en 2023. Les malades qui ont moins de 20 000, c'est-à-dire zone grise, ils peuvent avoir une fibrose minime, ils peuvent avoir carrément de la fibrose sévère, significative. 31, c'est le S, ils ont s'appelé S, ils auraient pu l'appeler F. Pas de fibrose, 14%, fibrose minime, 31%, modéré, 28%, sévère, 17%, et quand même, il y a eu 8% de F4, parmi des gens considérés comme zone grise, avec des charges virales qui ne sont pas trop fortes, mais entre 2000 et 20 000. Si on voit les transaminases, c'est les malades, vous voyez, normal, chez les mêmes malades, et vous voyez que la même chose, on est dans la même donc, proportion de risque de fibrose. Ça peut être une fibrose sévère dans 16%. Donc, on a une fibrose modérée à 10, fibrose sévère. Donc, il y a quand même un risque qui est parmi ces malades, ceux qui ont de la fibrose modérée, rarement une cirrhose. Un autre papier, en 2022, qui analyse la même chose, et là, c'est des antigènes HbE négatifs. Et regardez vos malades entre 2000 et 20 000, un malade sur deux a une fibrose significative. Ah ça commence à se dire, attention, est-ce qu'on n'est pas en train de retarder, de traiter des malades qui doivent être traités? Voilà une étude qui a fait un suivi sur le long terme, et vous voyez que parmi ces malades en zone grise, il y a eu 24% parmi ceux qui avaient 2000 à 10 000 qui ont nécessité un traitement au cours de la surveillance. Donc, grosso modo, à la louche, je dirais le quart des malades va passer aux maladies actives et il aura besoin d'un traitement. Intérêt de la surveillance rapprochée. Est-ce qu'ils ont un risque de CAC, ces malades en zone grise? La réponse est oui, et elle est là. 4 log, ce n'est pas égal à 0. Bien sûr, ce n'est pas comme ceux qui sont en rouge, ceux qui ont une réplication virale, mais ce n'est pas non plus, donc 0. Cette étude, peut-être qu'il va changer de paradigme s'il est confirmé. Si on les traite, alors qu'ils sont en zone grise, avec, regardez le nombre, c'est un nombre important,
Et vous voyez ces 14 sites, Europe et Asie. Ce n'est pas seulement l'Asie, c'est l'Europe et l'Asie. Et ceux qui ont été traités alors qu'ils sont en zone grise, nous avons réduit le risque de CAC, 4% chez les gens non traités, versus 11% chez les gens non traités, versus 4% chez les gens traités. Ça, c'est quand même important, c'est le CAC. Donc, finalement, ce n'est pas des malades à zéro risque, mais aussi c'est des malades, parmi eux, il y a 75% qui vont évoluer sans incident. C'est quand même un peu difficile de trancher. Eh bien, j'étais allé regarder qu'est-ce qu'ils disent les guidelines par rapport à cette zone grise. Eh bien, je vous dis, je n'ai rien trouvé. Sauf l'ISL en 2017 et un certain avis d'experts que je vais partager avec vous. Déjà, j'ai revu l'OMS 24. C'est vraiment les dernières recommandations. C'est WHO 2024. Et je considère que ce sont des recommandations excellentes. Et je pèse mes mots. Elles sont excellentes. Elles ont facilité la démarche et la décision de traiter. On traite tous les gens qui sont au fibroscan à 7, c'est-à-dire il y a de la fibrose. On traite tous ceux qui ont une fibrose supérieure ou égale à H2, c'est-à-dire finalement ils ont mis l'élastométrie à 7. On traite tout le monde qui a un antigène HBS, quelles que soient les transaminases, qu'il réplique, qu'il ne réplique pas, il y a de la fibrose, il y a un virus, il faut le traiter. On traitera tout le monde qui sont actifs, c'est-à-dire plus de 2000 avec des transats élevés. Ça, c'est tout le monde est d'accord. Mais ils ont mis ici quelque chose de très important. Et je rejoins ce qu'a dit notre grand ami et maître, le professeur Valla, ici dans la salle. Attention aux comorbidités. Attention aux comorbidités. Regardez, ça, c'est la première fois que des guidelines parlent de ça. Vous avez un malade qui a une hépatite B, un antigène HBS positif, quelle que soit sa charge virale, quel que soit son taux de transaminase, s'il est co-infecté par le HIV, le D, l'hépatite C, vous le traitez. Vous avez le moyen d'éliminer au moins un ennemi, qui est le virus B. Vous avez un malade qui a une histoire de cancer, de cirrhose dans la famille, traitez-le. Un malade qui va recevoir des immunosuppresseurs, traitez-le. Mais ils ont mis aussi comorbidité, une masse ou une mâche. MASH avec porteur inactif, traiter l'hépatite B. Parce qu'il y a déjà une maladie fibrosante sous-jacente pour laquelle on n'a pas de traitement en dehors du régime et du sport. Il y a un médicament nouveau, c'est le Risdifra, mais il n'est pas à la portée, il faut F2, machin, etc. Et il coûte, pour ceux qui veulent savoir, il coûte, j'ai vérifié, c'est 4100 $ mensuels. 4100 $. Le Risdifra, c'est 4100 $. Le nouveau médicament de la MASH. Et quels sont les malades qu'on ne traitera pas? Eh bien, les malades qu'on ne va pas traiter, ce sont ceux qui sont les vrais porteurs inactifs, moins de 2000, transanormals, mais qui n'ont rien de tout ça. Ils ne sont pas co-infectés par le B, par le C, ils ne sont pas co-infectés par le HIV, ils n'ont pas de comorbidité, ils n'ont pas de maladie extra-hépatique, ils n'ont pas d'histoire familiale, ni de cirrhose, ni de cancer. Donc, on a verrouillé au maximum. Eh bien, avec ça, on va traiter plus de 30% des malades qu'on traite aujourd'hui, avec cet algorithme simple. Et ça est basé sur, je vous invite à lire, c'est un document de 257 pages. Il donne le rationnel de cet algorithme. Cirrhose traitée, ne pas traitée, on disait il faut aller regarder la charge virale, est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est 2000. Aujourd'hui, c'est très simple, tout cirrhotique compensé, dès qu'on pense qu'il y a un antigène HBS, il faut traiter. Et il a déjà une maladie sévère. Il ne faut pas dans ce qu'elle est réactive, parce que c'est réactive, elle va décompenser. Donc, et ça, si tout le monde est d'accord, toutes les dernières recommandations de 2023-2024, ils le disent. Traitement de cirrhose compensée ou décompensée, même avec ADN faible ou indétectable, traitement local. Pourquoi? On traite pour prévenir la réactivation. Un malade cirrhotique qui est réactif, il décompense. On le traite. J'arrive à la zone grise. Que faire des malades dans la zone grise? L'ISL en 2017, je trouve que c'est excellent ce qu'ils ont fait. Un malade entre 2000 et 20 000 avec des trans anormales, à condition que de bien le vérifier tout le temps, notamment par des contrôles de transat rapprochés, vous allez traiter en fonction de votre fibroscan. C'est ce qui a été dit déjà en 2017. Ils avaient mis le curseur à 6. Rappelez-vous, dans les recommandations de l'ISL sur les marqueurs non invasifs de l'hépatite B, dans l'hépatite C, la cirrhose, c'est à partir de 12,5, lorsque les transats sont normales, mais dans l'hépatite B, la cirrhose, c'est à partir de 9. 9 kilopascales, hépatite B transanormale, et il est déjà cirrhotique. Et à partir de 6,
on est probablement dans la cirrhose modérée, dans la fibrose modérée. Et c'est la raison pour laquelle l'ISL, pour rester conforme avec les guidelines qu'ils ont mis en 2015, parce que c'était en 2015, ils avaient édité les recommandations sur le marqueur non invasif dans l'hépatite B, et ils avaient mis transanormal, moins de 6, pas de fibrose significative, on peut surveiller. Entre 6 et 9, c'est une zone grise. Au-delà de 9, c'est une cirrhose ou une fibrose AF3. C'est pourquoi ils ont mis 6. Donc finalement, pour des malades qui sont entre 2000 et 20 000, qu'est-ce que je ferai? Je ferai un fibroscan. Il est à 7, je rejoins l'OMS, je traite. Il est à 6, je rejoins l'ISL, je traite. Et entre les, si c'est moins de 6, surveillance pendant 3 ans et de manière très rapprochée. Parce que vous avez quand même vu qu'il y a 20% qui risquent de passer de l'autre côté. Donc, pendant les 3 années, je fais ceinture et bretelles. Ceinture et bretelles. Je serre la surveillance tous les 6 mois. Et je ferai quoi? Je ferai ADN, fibroscan tous les ans. Après 3 ans, si tout se passe bien, moi, c'est ce qui a été fait. Moi, je continue à les surveiller pendant 6 mois, tous les 6 mois, ces malades, parce que je sais que 1 sur 4 partira à un traitement donc, dans le futur. Avis d'expert, puisqu'il n'y a pas de guidelines, avis d'expert. J'ai été voir l'avis de Anna Locke, que je respecte énormément, c'est une femme que j'aime beaucoup, parce que je la connais depuis le temps des temps. Anna Locke, c'est hépatite B. Et voilà ce qu'il a dit. Si vous avez un malade dans la zone grise, vous basez votre décision de traiter et de ne pas traiter sur les tests invasifs. Si vous avez le moindre doute sur une comorbidité associée, faites une biopsie à vos malades pour pouvoir traiter. Parce que s'il y a de la fibrose, on n'attend pas, on traite. Un autre avis récent, c'est exactement la même chose. Et voilà ce qui a été dit par Nora Thérault, qui a rédigé les guidelines de l'ASLD. Il dit, pour le malade qui sont antigènes HBE positifs, ça c'est pour les malades antigènes HBE négatifs. Pour les antigènes HBE positifs, c'est l'âge qui sera le facteur déterminant. Pour les malades qui sont E négatifs, le problème est simple, c'est ce que je viens de dire. Mais pour un malade qui est antigène HBE positif, l'âge du malade est aujourd'hui un élément fondamental. Il n'y a pas d'immunotolérance après 30 ans ou 40 ans. On peut tolérer un virus pendant des années, mais à partir de 30 ans, 35 ans, 40 ans, il se peut qu'il y ait une réactivation. Et c'est la raison qu'il y ait une hépatite E positive. Et c'est pourquoi je pense qu'au-delà de 30 ans, il faut traiter tout le monde. Les autres, ils peuvent être des immunotolérants. Et la vraie définition d'un hémolyte, c'est-à-dire l'hépatite E, antigène HBE positif, il faut que ça soit des milliards d'ADN, c'est-à-dire une charge virale très importante, avec des transaminases tout le temps normales. Je reviens à mon cas clinique. J'ai suivi ce patient et vous voyez que l'ADN a baissé spontanément. Il était à 13 000, il est descendu à 7 400 après 6 mois, avec toujours des transanormales. À 1 an, il est à 9 800. On fait un fibroscan à 1 an, il est à 4,8, il est resté stable. 4,7, il est resté stable. La même chose, vous voyez, il est même descendu à 4 400 de manière spontanée, sans traitement. À 2 ans, 8 000, toujours fibroscan, 4,8. Ce patient, vous savez qu'il a eu un psoriasis. Il était quiescent. À 2 ans, ce malade fait une poussée de psoriasis, je ne vous raconte pas. Sa peau, c'est devenu vraiment une poussée sévère. Consultation dermato-interniste, indication d'une biothérapie anti-TNF. Est-ce que vous allez traiter ce patient maintenant ou pas? Cette histoire est fréquente. Regardez, c'est une série de 400 patients candidats à une chimiothérapie. La prévalence de l'antigène HBS était de 2,3 et l'infection occulte était à 0,8. Donc, ce n'est pas une situation rare. Donc, encore plus chez nous. Message rassurant, le Maroc, Dieu merci, l'hépatite B a baissé. On n'est plus au chiffre de 2%. Nous avons fait une étude de séroprévalence dans la population générale sur 13 400. C'est une étude prospective faite par le ministère de la Santé. Et nous avons plus les chiffres qu'on avait avant. C'est du 0,7%. Et pour ceux qui ont plus de 40 ans, c'est 1,1%. Donc, on n'est plus dans la zone intermédiaire comme l'OMS nous classait. Aujourd'hui, nous sommes entre 0,7 et 1% de prévalence de l'antigène HBS. Je pense que c'est le fruit de la vaccination qu'on a instaurée depuis 1999. Ça fait maintenant un quart de siècle qu'on a la vaccination. Voilà la définition
qui a été prise en considération dans ce consensus en 2024 sur comment peut-on définir la réactivation. Et vous voyez, c'est selon le statut. Vous étiez antigène HBS positif, anticorps anti-HBC positif, ADN indétectable. Si vous avez une ADN qui dépasse 1000, vous avez fait une réactivation. Antigène HBS positif, anticorps anti-HBC positif, ADN détectable, c'est lorsque vous augmentez de 2 logs. Et s'il était inconnu, c'est à partir de 2000 unités que vous dites qu'il y a une réactivation. Vous êtes antigène HBS négatif, c'est-à-dire une infection peut-être résolue, pas, mais vous avez juste l'anticorps anti-HBC positif, votre ADN est indétectable, c'est dès que vous détectez, quel que soit le taux. Positif, détectable, mais non quantifiable, c'est à partir de 100. Détectable et quantifiable, c'est plus d'un log. Voilà les définitions de ce comité d'experts qui ont étudié donc cette question récemment. Et c'est peut-être, ils l'ont fait pour les essais cliniques, mais ça nous donnera une idée. Est-ce que les médicaments, tous exposent au risque de réactivation de la même manière? La réponse est non. Nous distinguons 3 classes thérapeutiques. Il y a ceux avec lesquels le risque de réactivation est très élevé. Et on parle de risque de réactivation très élevé à partir de 10%. Un malade sur 10 va réactiver. Quels sont ces médicaments? Ça dépend du statut de votre patient. Le malade a antigène HBS positif, voilà la liste, et en tête, vous avez les anti-CD20, c'est-à-dire le rituximab. Vous avez la chimiothérapie en hémato, vous avez l'immunothérapie, les choses dont j'ai parlé ce matin, vous avez les inhibiteurs donc, de cytokine, vous avez les TKA, c'est-à-dire les inhibiteurs tyrokinase, et vous avez la liste. Si vous avez un malade qui n'a pas d'antigène, le seul qui comporte un risque majeur de réactivation, c'est les inhibiteurs JAK. C'est important de connaître ce profil. On dira que le risque est modéré lorsque vous êtes entre 1 et 10, et voilà la liste. Si vous êtes antigène HBS positif, si vous êtes antigène HBS négatif, moi j'ai pas ça en tête, j'ai ça dans mon PC, donc Et on considère que le risque est faible avec le méthotrexate et l'azatioprine lorsque l'antigène HBS est positif, et il est toujours faible lorsque l'antigène HBS est négatif avec un anticorps, c'est-à-dire une infection ancienne. Je peux avoir l'anticorps anti-HBS, je peux ne pas l'avoir. Et là, voilà les médicaments qui sont considérés à faible risque. Rare, encore le méthotrexate et l'azatioprine. Et parfois, donc, on n'a pas assez d'informations, telles que, par exemple, la situation avec les inhibiteurs mTOR. Quelle est la pratique? Est-ce que vraiment on dépiste tous les malades qui vont recevoir une thérapie immunosuppressive? Eh bien, je vous dis la réalité, ce n'est pas fait de manière systématique. Et vous avez reçu des malades qui ont réactivé, qui viennent de centres d'oncologie, qui viennent de centres de rhumatologie, qui nous viennent tous. On a vécu ces situations, des malades qui viennent dans des situations catastrophiques avec des transats à 500, à 600, alors qu'on a déjà démarré et on n'a jamais s'est intéressé à aller chercher cet antigène HBS, c'est ce qu'il est là. Ça, c'est le Japon et c'est en 2024. C'est une grande étude à l'échelle nationale. Et regardez les patients qui ont reçu une gestion correcte, c'est-à-dire on a dépisté et on a fait le traitement préemptif quand il le faut, on ne l'a pas fait quand il le faut, c'est seulement 20%. Et 77%, ils ont eu une prise en charge inadaptée. C'est un papier récent. Je ne rentre pas dans le détail, retenez que seulement 20%, ils ont eu la prise en charge qu'il faut. Donc, il y a matière à sensibiliser les autres spécialités avec qui on travaille, les oncologues, les rhumatologues, les internistes, par rapport à cette histoire. Comment gérer? J'ai pris le consensus de la PASL, que je trouve un excellent consensus. Vous avez un médicament à très haut risque, vous êtes, à ce moment-là, vous mettez un analogue obligatoire. Vous êtes à risque modéré, c'est-à-dire votre malade est antigène HBS positif, vous êtes à risque modéré, vous voyez le statut sérologique. Antigène HBS positif, vous mettez un traitement préemptif. Vous êtes antigène HBS négatif, mais anticorps anti-HBC positif. Là, vous regardez l'état de fibrose, le stade de fibrose. Vous avez une fibrose qui n'est pas avancée, vous pouvez surveiller. Vous avez une fibrose qui est donc F3 ou plus, vous mettez un analogue. Vous utilisez une molécule avec, par exemple, méthotrexate, azatioprine, que votre malade est antigène HBS positif ou négatif avec un anti-HBC positif, vous regardez la fibrose, bien sûr par un marqueur non invasif. S'il est fibrose minime,
À ce moment-là, on peut surveiller. Si, par contre, il a une fibrose sévère, à ce moment-là, vous mettez un NOC. Quel NOC il faut mettre? TDF, TAF ou anticavir, c'est-à-dire le tenofovir, donc le TAF ou l'anticavir. Il faut le mettre au moins une semaine avant le début de la chimiothérapie. Au moins. Je préfère un mois. Ou parfois même en même temps, si vraiment il y a une urgence à démarrer ce traitement. Une leucémie aiguë, gravissime, si on ne traite pas, le malade va mourir. On démarre les deux en même temps. Et on le laisse après 6 mois. S'il n'y a pas d'indication, bien sûr, si le malade ne remplit pas les indications d'un traitement de l'hépatite B, comme on l'a vu donc précédemment. Je reviens à mon malade. Il était parti voir le dermato, il revient avec l'avis de l'interniste, le dermato, comme quoi il faut démarrer. Donc, l'anti-TNF, on le rebilante, transanormal, ADN à 11 000. Et le fibroscan est toujours stable. On décide de démarrer un traitement, lequel vous choisissez. Est-ce que vous allez choisir le tenofovir, le TAF, l'anticavir, ou est-ce qu'on peut prescrire l'un de ces trois? Ces trois médicaments, ils sont tous à activité antivirale parfaite, très potente, c'est-à-dire efficacité antivirale élevée. La même chose, et lorsque vous regardez le problème, c'est au niveau du HIV. La seule différence, c'est que, bien sûr, l'anticavir donc, a une activité qui est faible sur le HIV, alors que le TENO et le TAF, ils ont une activité donc, qui est bonne sur le HIV. Le profil de résistance, je parle sous le contrôle d'un grand virologue dans la salle, le professeur Pawlowski, que je salue. Vous voyez le profil de résistance, sensible, résistant quand même, résistant avec... Ici, on n'a pas de résistance, on a juste 2 sensibilités intermédiaires avec ces 2 mutations. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'efficacité. Eh bien, si vous comparez le tenofovir au TAF, l'efficacité antivirale est la même. Il n'y a pas d'intérêt à choisir l'un ou l'autre. Ils ont tous les 3 la même efficacité antivirale. Ceci dit, on normalise plus les transats avec le TAF. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi. La même chose, efficacité antivirale la même, ça c'est en 2018. Que le malade soit E positif ou E négatif, l'efficacité antivirale est la même. La seule différence entre le TAF et le tenofovir, c'est la tolérance osseuse, que ce soit au niveau lombaire ou au niveau du fémur. Bonne tolérance par rapport au tenofovir. Donc le TAF a une tolérance osseuse meilleure que le tenofovir. La même chose, tolérance meilleure, compte donc au risque d'atteinte rénale, risque de tubulopathie. Ici, c'est le registre, je pense, de HIV, et vous voyez que la tolérance rénale, chez 2900 malades traités par le tenofovir, il y a eu 10 qui ont développé une tubulopathie. Et avec le TAF, il n'y a pas eu de malades qui ont développé ce risque. Pour ceux chez qui il y a eu un événement, pour le TAF, c'est 3 et pour le tenofovir, 14. Donc, manifestement, la tolérance rénale est meilleure avec le TAF qu'avec le tenofovir. Dans les recommandations de l'OMS en 2024, récemment publiées, il a été clairement dit qu'il faut regarder ces 2 risques avant de choisir. Qu'est-ce qu'on regarde pour le risque rénal? Il faut toujours regarder la créatinine, voir le DFG des malades, chercher une protéinurie, une glycosurie, et chercher les facteurs potentiels, comorbidité encore, qui sont là, qui peuvent impacter le rein, parce qu'on va prescrire un médicament où il y a quand même ce risque si on choisit le tenofovir. Quels sont les malades à risque rénal? C'est le cirrhotique décompensé, c'est lorsque vous avez une clairance inférieure à 50, une hypertension, ça c'est connu, le diabète, c'est connu, la néphropathie diabétique, l'atteinte rénale, prise de médicaments néphrotoxiques, les malades transplantés parce qu'ils vont recevoir des immunosuppresseurs, le sujet âgé, et les inhibiteurs de protéase pour le HIV. Tout ça doit être, c'est une checklist pour voir est-ce que mon malade a un risque d'atteinte rénale ou pas. J'étais allé regarder pour mon malade. Mon malade a un psoriasis en poussée inflammatoire sévère. J'étais allé regarder est-ce qu'il y aurait un risque potentiel chez mon malade qui a un psoriasis. J'ai trouvé cette méta-analyse. Qu'est-ce qu'il nous dit cette méta-analyse? Il nous dit que ces malades sont à risque d'atteinte rénale. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 études.
vous voyez le risque d'atteinte rénale chronique et surtout le risque d'atteinte rénale terminale. La conclusion de cette méta-analyse, les malades qui ont un psoriasis sont à risque d'atteinte rénale. Si je regarde les recommandations de l'ISE en 2017, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un malade qui a un risque osseux ou rénal préférait l'anticavir ou le TAF. Sur quelle base? Ils ont pris l'âge comme facteur de risque d'atteinte osseuse rénale. Pour l'os, c'est la prise de corticoïdes, c'est les fractures pathologiques et l'ostéoporose ou l'ostéopénie. Et pour le rein, c'est le DFG inférieur à 60, calculé par le MDRD ou par le Cockcroft, choisissez ce que vous voulez, ou bien par le PKI, une protéinurie, une phosphatémie basse, moins de 25, et les malades hémodialysés. Et dans les recommandations de l'OMS en 2024, il est clairement dit que les malades qui ont un risque osseux ou rénal, le choix doit aller vers le TAF ou vers l'anticavir et non pas le tenofovir. Et voilà la classification du KDIGO. Vous voyez, dès que vous avez un malade qui a un DFG qui est à moins de 60, vous êtes déjà en insuffisance rénale G3A. Un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60, votre malade est à risque d'atteinte rénale. Donc il faut le calculer. Créatinine, et le laboratoire va vous donner le DFG. Lorsqu'on switch un malade qui est sous téno au TAF, est-ce qu'on garde la même efficacité antivirale? La réponse est oui. Ça, c'est un excellent papier en 2024, pris dans American Journal of Gastro. Il est excellent parce qu'il a regardé comment les malades qui ont été switchés du tenofovir au TAF vont évoluer au long terme. Est-ce qu'on va garder la même efficacité? La réponse, on garde la même efficacité parce que les deux molécules, elles ont la même efficacité. Mais maintenant, la question, est-ce qu'on récupère l'atteinte osseuse et rénale préexistante? La réponse est oui. Regardez, concernant l'atteinte rénale, on était à moins 4, à 5 ans, on est à moins 2. On a gagné la moitié. Et par rapport à l'atteinte osseuse, on était à moins 2, on est à moins 1. Donc on gagne encore la moitié. Donc finalement, les malades qui avaient donc, des problèmes osseux et rénales qu'on a mis sous TDF, le tenofovir, si on les switch au TAF, on peut espérer gagner. Et ça, c'est une étude faite quand même avec un recul de 5 ans. Là, c'est une autre étude, et vous voyez les malades qui avaient une insuffisance rénale grave, 25, après switch, ils ont baissé de 7%. Et on a gagné 9% de la fonction de capital osseux lorsqu'on a switché de tenofovir au TAF. Bien sûr, mon malade doit être traité, il risque une réactivation, le risque est modéré chez lui, il n'a pas de fibrose significative, il a un fibroscan à 4,8, il a un antigène HBS positif, il doit être traité de manière préemptive. Mais il fait une atteinte systémique qui expose le rein à un risque. C'est le psoriasis avec comment vous avez vu le risque sur la méta-analyse. Et par conséquent, le choix va emporter sur le TAF chez ce patient. Si je veux prescrire le TAF chez un malade, je dois regarder son DFG. On ne peut pas prescrire le TAF chez quelqu'un qui a un DFG inférieur à 15 sans qu'il soit dialysé. Moins de 15 ml sans qu'il soit dialysé. Et on ne peut pas l'associer à ces molécules, phénobarbital, les antituberculeux. Pourquoi? Parce qu'il y a des interactions médicamenteuses. Et il faut toujours regarder, est-ce que le malade ne prend pas de plantes, notamment le melpertuis, qui réduit l'efficacité de cette molécule. Pour conclure, je vous dirai les principaux messages que je dois retenir, c'est 1. Connaître les caractéristiques des patients en zone grise, et on les a bien définis. Et on a vu le risque d'évolution à long terme, on a vu le risque de fibrose chez eux, et on a compris qu'il faudra absolument les surveiller parce qu'il y a quand même un malade sur 5 qui risque de passer à une activité et il aura besoin d'être traité. Il faut connaître les indications selon le protocole de l'OMS que je trouve excellent. Les recommandations, les guidelines de l'OMS, je les trouve excellents. Et moi, je trouve qu'ils ont simplifié. Et comme ça, on ne va pas rater des malades qu'il faut traiter, qu'on va surveiller. Le TAF a une efficacité antivirale que le TDF. Le TAF a une bonne tolérance rénale et osseuse. Et le TAF et l'anticavir doivent être prescrits en premier lorsque vous avez un patient de vos mots qui a une atteinte ou un risque d'atteinte osseuse ou rénale. Chez les patients sous TDF avec risque rénal ou baisse de la fonction rénale, lorsqu'on change, on peut bien sûr gagner. Et il faudra connaître les situations où il y a un risque de réactivation et il faudra agir en conséquence. Je vous remercie.
Merci, professeur Benazouz, pour cette communication assez brillante, claire, comme d'habitude. Et je ne sais pas, est-ce que c'est tellement clair que je pense qu'il ne va pas y avoir de questions dans la salle? À moins que tu es fatigué et que tu veux clore la session. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a le professeur Valla qui demande la parole. C'est juste pour embêter tout le monde. Dans la partie sur les indications du traitement dans la zone grise, il y a une grande importance qui est accordée aux transaminases normales. Et donc, quel est le seuil de transaminase dite normale que vous recommandez d'utiliser dans cette situation-là? C'est vraiment une question de pratique. Nous regrettons au Maroc de ne pas avoir encore fait, comme d'ailleurs beaucoup de pays ne l'ont pas encore fait, quelle est la normale de transaminase chez eux. Les Américains l'ont fait, 18, 20, c'est bon. Nous, on ne l'a pas encore fait. Et qu'est-ce qu'on fait en pratique? On regarde la normale du laboratoire, parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes techniques. Ils utilisent des techniques différentes. Et je peux vous assurer qu'il y a des malades qui vont venir avec des transanormales à 50. Je vois la normale du laboratoire, elle est à 50. Un autre, il va faire 25, bien sûr, parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes automates, les mêmes réactifs. Donc finalement, on fait la référence, c'est la normale du laboratoire, en attendant des références nationales qu'on fera sur une étude dans la population. Et j'espère qu'on le fera un jour, comme ça a été fait ailleurs. Mais il y a beaucoup de pays qui ne l'ont pas encore fait. Vous voyez, parfois, de 20 à 25, ça peut changer tout. De 20 à 30, ça peut changer tout. Imagine que nous, on considère normal 30, alors que la normale est à 20. On va louper beaucoup de malades. Donc, c'est quand même quelque chose d'important de déterminer quelle est la normalité. Mais pour faire ça, il faut éliminer tous les facteurs. Il faut être sûr et certain que le patient vraiment n'a pas d'hépatopathie. Et ça, ce n'est pas facile à faire. Donc, il faut tout un bilan pour pouvoir dire que ce malade n'a pas d'hépatopathie. Et à ce moment-là, on pourra connaître le standard national et la valeur normale nationale. Très bien. Un grand merci, professeur Benazouz. Je voulais juste poser une question. Benazouz, qu'est-ce que tu fais en pratique pour un patient qui a une hépatite B guérie, avec des anticorps anti-HBS positifs, mais avec de faibles doses, et qui va bénéficier d'un traitement, par exemple du rituximab? Est-ce qu'il y a un risque de réactivation à partir du cccDNA? Et donc, pour ce genre de patients qui ont des taux d'anticorps anti-HBS faibles, on donne quand même un traitement antiviral. En tout cas, moi, je le fais. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais en pratique. Je peux avoir, si vous pouvez projeter la diapo, s'il vous plaît, parce que c'est une diapo que j'ai sautée. Question très importante. Vous savez, un malade qui est anticorps anti-HBC positif, il peut avoir ou ne pas avoir des anticorps anti-HBS. Et on considère que le taux d'anticorps anti-HBS protecteur, il est à 10, mais à 10 unités chez un malade qui est immunocompétent. Un malade immunodéprimé, je pense qu'il faut mettre la barre plus haut. Et j'ai vu, il faut que ça soit à 100. Donc, un taux protecteur pour un immunodéprimé, c'est 100. Un taux protecteur pour un immunocompétent, on dira 10. Donc, il faut que je regarde le taux. Donc, qu'est-ce que je fais généralement? Je demande le taux. Il ne faut pas qu'il me dise positif ou négatif, je veux savoir le taux. Est-ce qu'il est à 2, est-ce qu'il est à 3, est-ce qu'il est à 1000? Regardez cette étude. C'est des malades qui correspondent à ton patient. 26, 10, 123, ils sont tous anticorps. Risque, soit anticorps anti-HBC positif, ou les deux sont positifs, c'est-à-dire il est considéré comme une infection B résolue, guérie. Le risque n'est pas égal à 0, regardez ici. Le risque de réactivation reste possible. Et par conséquent, tout dépend de ce qu'il va prendre. Et moi, ce que je fais lorsque j'ai un malade qui va recevoir, par exemple, le rituximab, ah oui, c'est traitement préventif. Le risque est quand même, c'est le rituximab ou un inhibiteur JAK. Attention, ce sont des malades à risque de réactivation très élevé. Et moi, je mettrai volontiers un analogue durant toute la période de traitement et 6 mois après, je l'arrêterai. S'il ne remplit pas les indications de traitement d'une hépatite B chronique. Oui? D'accord, merci.
C'est juste un commentaire. Moi, à ma connaissance, les transaminases normales, ce sont les Américains qui l'ont fait. Et Pas donc que, les seuils, c'est il y a au beaucoup les moins 4, Américains. moi j'ai vu la littérature. Qu'on Pas utilise. que. Et chez les Américains, on connaît le problème métabolique, donc de l'obésité, c'est pas la même chose. Et je connais pas d'autres pays qui ont déjà. Si, moi j'avais vu cette histoire, j'avais vu il y a quatre pays qui ont publié des transacts. Et c'est variable. J'ai vu qu'il y a du 25, il y a du 30, les États-Unis du Sud 20, donc chaque pays a fait ses valeurs normales. Mais pour dire que c'est normal, il faut être sûr et certain que le malade n'est pas porteur d'hépatopathie avec 25% de prévalence de stéatose dans le monde. Donc tu vois que probablement il doit y avoir des malades. Et une échographie normale n'élimine pas une stéatose. Il faut faire l'IRM à tout le monde pour dire qu'il n'a pas de stéatose. Est-ce qu'on pourra faire des IRM à tout le monde? Donc pour dire qu'un foie est vraiment sain à 100%, ce n'est pas toujours une tâche facile. Bon, je crois que cette fois-ci, c'est la bonne.